Donc on est à JR2. Non, JR1. JR1, mince, c'est pas ça. Donc, enregistrer, donc fermer, donc ça c'est bon, ça c'est bon, partager. Donc voilà, normalement vous voyez mon écran, et donc si vous voyez l'écran et que vous voyez où est-ce que j'en suis, normalement vous vous préparez à activer votre micro, comme ça on gagne du temps, ça a très bien marché ce matin. Alors, Haïti dire. Présente. Albertini. Présent. Alves. Présent. Amio. Présent. Amouzoub. Présent. Archambault. Présent. Aribi. Présente. Présent, monsieur. Baudin. Présent. Bodino. Présent. Bi. Présent. Bebanani. Présent. Bembakir. Présent. Benali. Présent. J'arrive, hein? Monsieur, on vous entend plus. Il a dit qu'il revenait, t'inquiète. Ok. Désolé. Alors, on était à Bermond. Présent. Ensuite, Bilbo. Présent. Olu. Présent. Borg. Présent. Osc. Présent. Boadi. Présent. Boisa. Présent. Boujat, oui. Présent. Boras. Présente. Kouté. Présent. Braka. Présent. Bringa. Présente. Buisson. Présent. Caillé. Présent. Pour Jules. Non, pour le prochain. Chavas. Présent. Chandon. Présent. Chanteau. Présent. Clavier. Présent. Patrice.
Présent. Costa. Présent. Costantini. Présent. Dahl. Présent. Monsieur? Oui. Calais, il a envoyé un message dans le chat, il est présent. Dany. Darbelly. Oui, présent. Présent. Damsilada. Présent, monsieur. Doguet. Présent. Avost. Deschambaust. Présent. Delaunay. Présent. Lepoul. Présent. 5. Présent. Diop. Oui. Dubois. Dovy, pardon. Présent. Bois. Dufault. Présent. Bon. Présent. Vior Marty. Présent. Vior Mathieu. Présent. Palaki. Présent. Présent. Anne. Présent. Fort. Fenogli. Présent. Je suis présent, monsieur, excusez-moi. Par Grégoire. contre, il faut suivre, hein, parce que sinon, on s'en Ouais, sort mon pas. micro, il n'a pas voulu s'activer, je sais pas pourquoi. Alors, Fouché. Oui. Fournier. Présente. Coudron. Présent. Canen. Oula. Présent. Guillaume. Présent. Haddad. Présent. Demi. Havel. Présent. Herbert. Présent. Ersang. Présente. Oh. Présente. Wang. Audier Larousse. Présent. Uneval. Présent. Monsieur, j'ai dit présent. Idamou. Présent. Javori. Présent. Janovic. Présente. Monsieur. Grasinas. Présent. Kandasamy. Présent. Amph. Présent. Labbé. Présent. Talouche. Présent. Lambert. Présente. Bardo. Présente. Monsieur, Présent. m'a mis Evie. absent alors que j'ai dit présent. C'est qui dit? Qui On parle? m'a mis Mathéo. M'a mis absent alors que j'ai dit présent. Non, mais on n'a pas entendu, monsieur, sinon on n'aurait pas mis. D'accord? Et monsieur, Mohamed Ghanem, il a écrit dans le chat. Il a dit qu'il est présent et son micro marche. D'accord, mais je regarderai tout à l'heure parce que voilà, on finit la liste. Lévi, Oui, présente. Lynn, Damien, Présent. Emmanuel, Présent. Louis, Oui. Luc, Présente. Archa, Macha, Présent. Madani, Présente. Marchetti, Présente. Marek, Présent. Ori, Présent. Randa, Je suis présent, monsieur. Montel, Présent. Morlière, pardon. Présent. Mdoub, Présent. Neveu Girodel, Il a mis dans le chat. Il a mis un message dans le chat. Ngachu Tianga, Présente. Obeida, Présent. Oudraogo,
Présent. Yo. Présent. Parmentier. Présent. Pimenta Silva. Présent. Piré. Présent. Plessias. Présent. Ramanan Salama. Présent. Reslou. Présent. Ricardo. Présent. Yo. Présent, monsieur Clément Rio. Ronan. Présent. Rondo. Présent. Saada. Présente. Savori. Présent, Présent. monsieur. Présent. Cardigli. Présent. Savan. Monsieur, vous m'avez dit absent alors que je suis là. Mais il faut répondre, s'il vous plaît. Mon micro, il voulait pas s'activer, il est mis un temps. Monsieur, c'est bon, je suis présent. Voilà. Sénéchal. Présent. Slimani. Présent. Wang. Présent. Stark. Tabti. Présente. Salobrib. Présent. Tyrian. Présent. Présent. Rojman. Présent. Truquin. Présent. Unsel. Présent. Ti. Présent. Villeneuve. Viscardi. Présent. Viltienne. Présent, monsieur. Ganatan. Présent. Présent. Zevdi. Présent. Donc ceux qu'on a ratés, je remonte. Les gens réagissent. Hein. S'ils ne réagissent pas, je considère que c'est absent. Monsieur, Ranem, il a réagi dans le chat. C'est Ranem. Monsieur, je suis présent aussi, c'est Davoust Jules. OK, très bien. Donc, je vais vous proposer un tableau, un petit exercice pour, qui finit le chapitre 1 pour qu'on puisse commencer le chapitre 2. Donc, je vous mets tout de suite dans Team. Je vous mets tout de suite dans Team pour le groupe GR1, équipe GR1. GR1, il est où? Il est là. GR1. Donc, du coup, fichier. Et on va charger les pages. Support de cours. On arrive à la page 10. On va charger fichier. Monsieur, Et frais, oui. c'est toujours le même chapitre ou on est passé au chapitre 2? Alors, ce que j'étais juste en train de dire qu'on va finir le chapitre 1 et après ça, on va commencer le chapitre 2. Ok, merci. Monsieur, vous m'entendez ou pas? Donc, je mets la... Oui. C'est Benjamin Wang. J'arrivais pas à parler auparavant et on m'a mis absent. Je vous ai mis absent. Pourquoi, d'après vous? Parce que j'arrivais pas à parler. Voilà, J'essaie c'est plutôt d'activer. pour ça, en fait, que je vous ai mis absent. C'est parce que vous n'arrivez pas à parler. Oui. OK. Donc, ce que vous voulez, en gros, c'est que je corrige. Oui, oui, c'est ça. Désolé. D'accord. OK.
Donc, on s'était arrêté là. L'ensemble des parties possibles de match à 2 joueurs, où le gagnant est le premier qui gagne 2 sets de suite ou 3 sets. D'accord? On va faire ce petit exemple-là. Quelqu'un qui gagne 2 sets de suite ou 3 sets. Donc, j'écris au tableau. Alors, donc l'idée, c'est l'intérêt de faire une arborescence. But, utilisation d'un arbre. Donc là, c'est le but. Énumérer tous les résultats possibles d'une expérience. But. Monsieur? Oui. Vous pouvez couper votre partage, s'il vous plaît? OK. Merci. But. Énumérer tous les résultats possibles d'une expérience se déroulant en plusieurs étapes. Donc, l'exemple qu'on a là, deux joueurs, Marc et Eric, et on dit que le premier qui gagne deux sets de suite ou un total de 3 sets, pas forcément de suite, hein. S'il fait un total de 3 sets, gagne la partie. Alors, la question A, c'est de combien de façons la partie peut se dérouler? A. De combien de parties? De combien de façons? Ou de déroulement, façon ou déroulement, la partie peut se dérouler. On va essayer de redonder. La partie peut se dérouler. Et donc là, on peut faire un arbre. On va poser soit MI, deux points, ouvrez les guillemets, Marc gagne le premier set. Marc gagne le premier set. Donc ici, tout simplement, on commence avec Marc qui va gagner le premier set. Et étant donné que les joueurs sont de force égale, on peut faire l'exercice sur Marc et on peut le dupliquer sur Eric. Donc, il nous suffira à la fin de juste dire, de regarder les déroulements possibles pour un et après multiplier par 2, tout simplement. D'accord? C'est ça l'idée. Donc, c'est dans le cours, ça, monsieur? L'exemple est dans le cours? C'est ce que j'ai dans le cours. Oui, il n'est pas détaillé. D'accord. Donc, s'il commence à jouer, il a gagné le premier. S'il gagne le deuxième, on peut dire que c'est terminé. Mais ça, vous vous rendez compte que ça, c'est un des scénarios. C'est une éventualité. Donc, pour que le jeu dure plus longtemps, on va le faire perdre. Et on va dire que c'est Eric qui gagne.
Et ensuite, le jeu peut continuer. Soit Marc gagne, soit Eric gagne. Ou soit Marc perd. Ensuite, on peut continuer encore. Marc, Eric. Donc là, on a déjà un scénario. Il gagne 2-7 de suite. On a un autre chemin, c'est qu'il perd, Eric gagne, il joue. Donc on est toujours à 2. Mais il n'a pas gagné parce que ce n'est pas 2-7 de suite. Donc on lui donne un troisième ici. Et là, le dernier ici, M. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et un dernier ici. Et on peut s'arrêter là. Donc déroulement possible. Donc il y a un premier déroulement possible, c'est celui-là. Ensuite, un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Et un cinquième. Donc il y a 5 déroulements possibles. Ici, je reprends un déroulement. Ensuite, et à chaque fois, donc il y a 5 déroulements possibles. Si Marc M commence, il y a 5 déroulements possibles. Donc ça nous fait 5 fois 2 en comptant Eric. En comptant si Eric, si E commence. Donc égale 10. Maintenant, la question 2, c'est la question B. M gagne le premier set. Quelle est la probabilité qu'il gagne la partie? Alors, et là, on va reprendre notre jeu. Ici, comme vous l'avez vu, donc on a dit que M, on va noter M d'être comme ça, et on va utiliser la procédure en 3 étapes, c'est-à-dire déjà définir nos événements, on a fait déjà, maintenant regarder nos opérations élémentaires. Donc l'opération qu'on cherche, les épreuves, c'est toutes les épreuves où Marc gagne. Et pour cela, il nous faut prendre toutes les éventualités. On n'en va pas retenir qu'un seul. Donc soit il gagne, alors là, il a joué ici. On va rechanger de numérotation. Donc vous refaites l'arbre qu'il a. Là, on a fini avec les déroulements. Et maintenant, vous allez mettre l'ordre du jeu. Donc, il joue 1. Il joue 2. Il joue 3. Il joue 4. Il joue 5. Et là, on peut mettre ici, à la place d'Eric, on met il perd. M2 bar. Là, à la place d'Eric, ça veut dire il perd
M3 bas. C'est-à-dire que le contraire de Marc gagne, c'est qu'il perd. Là, M4 bas. Et là, c'est M5 bas. Donc, ça nous fait que pour que M gagne, on a dit c'est 2 sets de suite ou 3 sets au total. Donc, ici, il faut qu'on arrive à M2. Ou on a M2, il perd, on a dit. Et ensuite, il gagne en M3. Et on arrive jusqu'à ici. Et M4. Ou il perd toujours M2. Il gagne en M3. Mais pour continuer, il faut qu'il perde en M4. Il perd en M4. Et M5. Plus de place. Hein. On va faire plus petit. Comme ça, vous allez mieux voir. Je recommence. Il y a ce décal-là. Donc, Marc gagne. Donc, on a dit, il gagne en M2. Ou il perd en M2. Donc, il gagne en M2. Ou il perd en M2. C'est soit celui-là, soit celui-là. Les deux ne sont pas possibles. Mais, il gagne en M3. Et il gagne en M4. Et M4. Ou il perd en M2. Il gagne en M3, comme on a vu. Mais si on arrive là, si on veut aller là, il faut qu'il perde en M4. Et il perd en M4. Et il gagne en M5. Voilà. Donc, on a là, il a gagné 2 sets de suite. 3. Et ici aussi, on a fait le dernier chemin. Est-ce que tout le monde a suivi? Oui. Donc, maintenant qu'on a ça, comme on a dit la semaine dernière, ici l'union, la question à se poser, c'est on a plusieurs possibilités. Et pour passer au proba, P de M, que Marc gagne, il faut se poser la question, ça, ce sont des événements, c'est une union d'événements disjoints incompatibles. C'est un synonyme, hein? Je mets les deux à chaque fois pour que vous vous habituez. Disjoints incompatibles. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, si vous regardez un match de tennis, il n'y a qu'un seul scénario qui va arriver vraiment. C'est soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Pour les fans de tennis qui regardent Roland Garros ou d'autres tournois du Grand Chelem, on n'a pas tous les scénarios du match en même temps. On n'a qu'un seul à la fin. Mais on ne peut pas favoriser l'un par rapport à l'autre quand on est en proba. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces événements sont disjoints. Ils peuvent arriver, mais ils ne peuvent pas arriver en même temps. Donc, ça veut dire que c'est P de M2 plus P de M2 bar et M3 et M4 plus M2 bar et M3 et M4 bar et M5. Voilà. Et maintenant, ça c'était pour l'union. Donc, ça, c'est remplacé en plus parce qu'on est en proba. Et maintenant, les événements sont indépendants. Au tableau, je n'ai pas beaucoup de place pour écrire des grandes phrases. J'écris juste les mots-clés pour vous. Les événements sont indépendants. Donc, maintenant, l'inter va être remplacé par juste un produit. Et après, il y a deux joueurs. La probabilité pour qu'ils gagnent, c'est 1/2, puissant ils sont 2. Il y a une chance sur 2. Ici, qu'ils perdent, c'est 1/2 par 1/2 par 1/2 plus 1/2
par 1/2, par 1/2, par 1/2, par 1/2. Donc, ça nous fait tout simplement une suite à 3 termes. 1/2 plus 1/2 à la puissance 3 plus 1/2 à la puissance 5. Et ça nous fait 11/16. Donc voilà, donc c'était un petit exemple avant de passer au chapitre 2. Pour finir avec ce chapitre qui est un chapitre vraiment de révision. Monsieur? Oui? Il y a juste quelque chose que j'ai pas compris dans la Alors, question. excusez-moi, juste avant. Est-ce que les autres personnes peuvent couper leur micro? Oui, dites-moi. Oui, je vous disais, il y a juste quelque chose que j'ai pas très bien compris dans la question juste avant la question A. Pourquoi on a mis 5 x 2 en fait? Parce qu'en fait, on a choisi de commencer par Marc, mais si on avait choisi de commencer par Eric, ça aurait donné 5 possibilités aussi. D'accord, merci. C'est juste parce que comme ils sont de force égale, là j'ai commencé par Marc, mais ça aurait pu être commencé par Eric. Il n'y a pas de raison de favoriser Marc. Monsieur, je crois que vous avez compté une fois de trop 1/2 à la toute fin. Parce qu'on n'a que M2 bar, M3, M4 bar et M5, ça fait 4, ça fait pas 5. Ah oui, c'est vrai. Merci. Ça fait bien 11/6. C'est juste un... Donc, je vous laisse noter ça. Donc, alors maintenant, on va commenter. Je ne vais pas la page. Donc, oui, le partage. Donc, maintenant, on passe au chapitre variable aléatoire. Donc, le chapitre 1, c'était vraiment l'apéritif. Hein, mais là, on va rentrer dans le vif. Une variable aléatoire qui est notée VA, c'est une application. On va l'appeler la variable aléatoire X, qui va faire une application de l'ensemble univers oméga, univers des possibles, dans un espace des réels. À oméga, on va associer un événement oméga i, qui va être un élément de oméga, pour lequel on a X de oméga. Donc, c'est une application. C'est comme si c'était une image. Oméga, X de oméga. Où oméga est déjà défini. Donc, on a deux cas. On peut avoir une variable aléatoire qui est discrète. Ça veut dire que les valeurs sont des valeurs finies dénombrables.
et comme ceux qui ont fait des stats, c'est comme en stats des valeurs ponctuelles. Donc, ceux qui se rappellent les variables quantitatives discrètes, c'était pareil, hein, c'était des valeurs discrètes. Il n'y avait pas de continuité. Et donc ici, dans le cas discret, x1, x2, ou on peut écrire ça de cette façon-là aussi, dans le cas infini dénombrable. Donc soit ici, 3 petits points jusqu'à xn, et là, xn, et ça continue. Dans le cas d'une variable continue, si l'ensemble de ces valeurs est un intervalle, grand I de R, ou ça peut être R lui-même, ou même une réunion d'intervalles de R, c'est-à-dire x de oméga égale à I ou x de oméga égale à R. Donc, 2 points d'attention. La notion de variable aléatoire continue ne coïncide pas avec la notion de fonction continue de l'analyse. C'est-à-dire que plus loin, on va voir qu'on va utiliser des outils de l'analyse, mais ça ne coïncide pas toujours, donc il faut faire attention. Ce n'est pas de l'analyse, ça restera des probabilités. Et remarque, on peut définir autant de variables aléatoires que l'on veut définir à partir d'une même expérience. Donc, il faut bien s'habituer. Donc, je vous conseille de prendre une feuille de papier quand vous allez réviser, d'écrire, pour vous habituer à avoir la bonne syntaxe. Parce que c'est ce qui va être important. Ça va définir une application d'une variable aléatoire. Et là, un petit exemple. Si x, c'est une variable aléatoire qui est définie comme étant la somme des points obtenus quand vous jouez avec 2D, oméga, ça va être les couples IJ, I compris entre 1 et 6, J compris entre 1 et 6. Pourquoi? Parce que chaque D a 6 valeurs possibles sur chacune de ses faces. Donc ça, c'est oméga. C'est toutes les épreuves possibles sans en discriminer une par rapport à l'autre. Et l'application X de oméga, c'est la valeur maintenant de nombre entier ici, qui à chaque fois correspond à la somme. Quand vous lancez 2D, forcément, le plus petit résultat que vous avez quand vous lancez 2D, c'est pas 1, mais c'est 2, parce que vous avez défini que x c'est la somme. Si vous définissez maintenant que x c'est la y, maintenant c'est la somme des carrés, on part toujours du principe que l'univers c'est des coupes de valeurs. I et J sont compris entre 1 et 6, mais par contre, y, qui est votre variable aléatoire, c'est I au carré puis J au carré, puisque vous avez défini que c'était un carré de valeur obtenue. Et donc maintenant, c'est plus 2, 3 jusqu'à 12, mais c'est 2, 5, 10 jusqu'à 72. Pourquoi? Parce que je prends un exemple tout simple. 1 au carré plus 1 au carré égale à 2. 1 au carré plus 2 au carré, 1 plus 4, ça fait 5, etc. Donc, vous voyez, on peut définir, comme on a dit là, on peut définir autant de variables aléatoires que l'on veut à partir d'une même expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est 2D. Et vous avez vu que là, on a déjà fait au moins 2. On peut faire le triple, voilà. Ça peut aller à l'infini. Ensuite, Z, on peut dire, un autre exemple, qui n'a rien à voir avec l'exemple DD. Z est de la taille d'un individu choisi au hasard dans une population de oméga. Par exemple, si je dis dans les 130 étudiants qui sont connectés, je vais dire que Z, c'est la taille choisie au hasard dans la population présente. Tout va dépendre de la précision de la mesure. Donc, si je dis que c'est une variable discrète, ça peut être dans le cas si je prends les tailles au centimètre. Je dis 1,50 m jusqu'à 2 mètres. Donc, il y a 130 valeurs. Donc, on peut considérer qu'on a des valeurs ponctuelles, discrètes.
Par contre, si je commence à me mettre en micromètre et que j'augmente la précision, ça va me faire plutôt des classes de valeurs, puisque ça va être plus difficilement gérable quand on a trop de valeurs. Et donc, on va considérer l'ensemble des valeurs comme étant dans un intervalle pour faciliter la chose. Donc, on va passer de discret à continu. Et après aussi, ça peut dépendre de l'échantillon. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer les 130 étudiants connectés, je considère tous les habitants de la planète. Donc, entre 7 et 8 millions déjà de personnes, et en fonction de la précision, on aura du mal à traiter ça en discret. Donc, voilà. Donc ça, ce qui est important ici, c'est les définitions, les exemples simples pour comprendre c'est quoi une variable aléatoire. Maintenant qu'on a compris ce que c'était et comment c'est introduit, on va voir maintenant les lois de probabilité. Parce que ces variables-là vont être régies par des lois. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout au début de notre cours, que en statistique, pour ceux qui ont fait des statistiques, on a des valeurs qui existent et on les traite pour dégager des tendances, mais en proba, on n'a pas de valeur. On va plutôt générer des valeurs parce qu'on est dans du prédictif. Et pour pouvoir générer, on va se baser sur des lois qui vont nous permettre de générer ces valeurs-là. Et donc, les lois de probabilité, il en existe deux types pour chacune des variables considérées. Dans le cas des variables aléatoires discrètes, ici, on reprend l'application. X, une variable aléatoire discrète. Oméga dans R, il prend des valeurs discrètes. On peut la noter de cette façon. Alors, je vais vous montrer différentes notations, mais principalement, c'est celle-là qu'on va garder. Ou même celle-là, on va voir. Entre crochets, X égale XI, ça veut dire, cette expression-là, quand vous la voyez, ça veut dire que l'événement, c'est l'événement. C'est quand la variable grand X que vous avez définie prend la valeur de petit x. Et de façon un peu plus élégante, on peut écrire aussi de cette façon. Entre crochets, X égale, grand X égale à XI égale à petit oméga, c'est-à-dire un élément qui appartient à oméga, oméga majuscule, oméga minuscule, petit oméga qui appartient à oméga, 2 points, x de oméga égale à xi. C'est ce qu'on a précédemment, on prend un événement de grand oméga et avec l'application, on va lui attribuer une valeur réelle. On peut noter ça de cette façon aussi, x moins 1, xi, on appelle ça une notation ensembliste, et représente l'ensemble des antécédents de xi. Mais celle-là, on ne va pas l'utiliser beaucoup en TD, mais si vous voyez dans un énoncé, il faut savoir que ça correspond à ça. Maintenant, la probabilité que x soit égal à xi, c'est ça. Maintenant, la probabilité que x prenne la valeur xi, pour simplifier un peu la noter sans mettre les crochets, P de x égale à xi est ainsi la probabilité pour que la variable prenne cette valeur-là. Et là, vous avez encore cette notation ensembliste. Donc ça, c'est pareil, il faut écrire et écrire jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Alors, définition maintenant, on a vu notation, définition. La loi de probabilité d'une variable aléatoire x discrète, prenant les valeurs x égale à xi, i égale à 1 jusqu'à n, et on doit vérifier deux choses. On doit vérifier que la probabilité que vous calculez dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on est toujours en discret, il faut obligatoirement que cette valeur de proba soit comprise entre 0 et 1. Et une autre propriété que vous devez retenir aussi, c'est que la somme, une fois que vous avez calculé chacune des probas, il faut qu'elle soit comprise entre 0 et 1,
Mais aussi à la fin, vous devez vérifier que la somme de I à l'infini de toutes les... Donc, ça veut dire que là, c'est une sommation. Vous devez retrouver 1 à la fin. Et ça s'appelle la condition de normalisation, qui est quelque chose qu'on va vous demander souvent, ou même si on ne vous le demande pas, je vous conseille tout le temps de le faire, parce que ça vous permet de vérifier s'il n'y a pas une erreur quelque part, si vous n'avez pas oublié quelque chose. Donc, si on prend l'exemple de tout à l'heure, la somme des points obtenus en lançant 2 dés. Si j'ai 2 dés, je lance. On a vu tout à l'heure, on a plusieurs résultats possibles. Et après, en dénombrant le nombre de cas favorables à l'événement P de x égale à k, et là, on dit que le cardinal de oméga égale 36. Et là, on vous donne toutes les valeurs possibles. On a vu, hein, quand je lance 2 dés et que les deux faces font 1 et 1, ça fait 2. 1 et etc. Et là, on a calculé toutes les probabilités. Alors là, au tableau, je vais vous détailler ça. Au tableau, je vais vous détailler ce que ça donne. Alors, il faut que je coupe le partage. Donc, dans le cours, vous avez toutes les valeurs de toutes les probabilités pour chaque valeur de xi. Ou là, on appelle k, hein, mais on peut mettre xi. Hein. Et là, je coupe mon partage pour retourner au tableau. Alors, donc, on a dit les 2 dés, on reprend. Donc, exemple, 2 dés. On a dit soit une variable aléatoire VA D discrète, hein, pour D discrète, X. VAD, ça veut dire variable aléatoire discrète, X, qui est la somme, 2 points, ouvrez les guillemets, somme des points avec 2D. Donc, ça va nous faire soit aussi la loi de Proba, soit la loi de Proba, oméga, 2 points, 36 couples. On sait qu'il y a 36 couples, on va voir pourquoi. Équiprobable. J'ai pas assez de place, hein, mais c'est équiprobable qui est écrit. Donc, le tableau des épreuves peut s'écrire comme ça pour retrouver les valeurs que vous avez dans le cours. Donc, on a K ici. K, c'est la valeur. K, ça va être la valeur des 2D. C'est la valeur. Je mets comme ça, en biais. Valeur 2D. Et donc, on a vu que les valeurs, c'était 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça, c'était les valeurs. Ici, on a dit que oméga, c'est l'élément, et x de k, x de oméga, pardon, égale à k, une valeur k. K et x ici, c'est la même chose, parce que dans l'exemple, là, dans le coup, il a pris k. Donc, du coup, je mets k, mais k et x ici, on peut noter comme on veut, en fonction, si on précise. Donc, et là, à la fin du tableau des épreuves, hein, ça c'est un tableau des épreuves,
Et là, on a la proba P de X égale à K. C'est-à-dire que quand X égale à K. Donc, K, l'épreuve et la proba. Donc, la première épreuve, on a dit que c'est la plus simple. Pour avoir K égale 2, quel résultat il faut avoir forcément pour les épreuves? Quel couple de valeurs? 1 et 1. Voilà, il faut 1, 1 ici. Et là, pour avoir 12, il faut 6 et 6. Voilà. Pour avoir 3, il faut 1 et 2, 2 et 1. Pour avoir 4, il faut 2, 2, 3, 1 et 1, 3. Pour avoir 5, il faut 2 et 3, 3 et 2. Qu'est-ce qui peut donner 5 encore? 1 et 4 et 4 et 1. Pour avoir 6, il faut 3 et 3. Il faut 4 et 2 et 2 et 4. Il faut aussi 5 et 1 et 1 et 5. Voilà, on en a 5 là. Pour avoir 7, il faut 4, 3, 3, 4, 5, 2, 2, 5. Et qu'est-ce qui donne 7 encore? 6, 1 et 1, 6. Pour avoir 8, il faut 4 et 4. Il faut 5 et 3. 3 et 5. Qu'est-ce qu'il faut encore? 6 et 2. 2 et 6. Pour avoir 9, il faut 5 et 4. 4 et 5. Il faut 6 et 3. 3 et 6. Pour avoir 10, il faut 5 et 5. Ou 6 et 4. Ou 4 et 6. Pour avoir 11, il faut 5 et 6. Ou 6 et 5. Donc, vous voyez, ça nous donne une sorte de courbe en cloche. Et à chaque fois, ce que je vais faire pour calculer ma proba, ce qu'il faut que je fasse tout simplement, c'est de regarder maintenant, c'est de regarder ce qu'on avait défini plus tôt, qu'une proba, c'est mon cas favorable sur mon cas possible. Je vais juste déplacer quelque chose pour ouvrir la fenêtre. J'espère que ça va vous gêner pour aérer un peu. Ah non, ça va gêner. Donc, pour la proba, c'est le cas favorable. La probabilité que x égale à 2, donc c'est la valeur K2. Mais la proba, c'est, alors je regarde le nombre, le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'événements qui réalisent ça. Il y en a un seul, parmi combien? En totalité, la probabilité, c'est 1 sur l'ensemble. C'est favorable sur possible. Favorable, c'est ça. Mais avec 2D, je peux avoir tous ces épreuves-là, tous ces oméga-là, tous ces éléments de oméga. Parce que si je compte tout ça, il y a un total de 36. 36 couples. Donc, pour avoir x égale 2, il faut que j'ai ce couple-là sur 36 couples que je peux avoir. Donc, c'est toujours favorable sur possible. Là, j'en ai 2 sur 36. Là, j'en ai 3 sur 36. Là, j'en ai 4 sur 36. Là, j'en ai 5 sur 36. Là, j'en ai 6 sur 36. Là, j'en ai 5 sur 36. Là, j'en ai 4 sur 36. Là, j'en ai 3 sur 36. Là, j'en ai 2. Et là, j'en ai 1. Voilà, je vous laisse prendre ça. Ça, c'est le tableau des épreuves. Et en général, ce tableau des épreuves, on a principalement
dans le cas discret. Monsieur, Oui. j'ai pas compris la formule que vous avez écrite entre K et proba. Entre K et proba. Ce que vous avez écrit en dessous, au-dessus de 1,1, enfin 1,1, 1,2, etc. Oméga, petit oméga, c'est un élément de oméga pour lequel l'application X de oméga va donner un réel K. Non, j'ai toujours pas compris. Ah ben, c'est ce que j'ai défini dans le cours au début. C'est exactement la même chose. C'est juste une façon d'écrire que j'ai un élément petit oméga qui est compris dans grand oméga pour lequel l'application X, la variable aléatoire, va donner une image de oméga auquel ça va correspondre à une valeur de K. Ah d'accord, ok, merci. Ben, c'est pas évident, hein. C'est beaucoup de choses nouvelles pour vous, mais on n'a pas le choix. Il faut lire, relire et essayer de suivre au maximum pour digérer ça. Il ne faut pas se décourager. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a dit que je peux départager le tableau. Tout le monde a tout noté? Oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit qu'il y a deux choses importantes à vérifier. Il faut vérifier qu'effectivement, toutes vos probabilités élémentaires doivent être comprises entre 0 et 1. C'est le cas. Hein. Et il faut vérifier que la somme de tous les P de X égale à K, ici ou XI, donne la condition de normalisation. Donc ça, on peut vérifier. Donc si vous vérifiez, vous regardez. Donc si je fais ça, là on a condition de normalisation. Somme K égale à 2 jusqu'à 12. De P de X égale à K. Donc ça veut dire Px égale à 2, Px égale à 3, etc. Je ne vais pas tout écrire, hein, mais c'est juste ça. Égale à 1 plus 2 plus 3 plus 4, donc plus 5 plus 6 plus 7 plus 6, 5, pardon, plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Tout ça, vous calculez, ça vous donnera bien 36 sur 36 égale à 1. Donc la condition de normalisation, elle est vérifiée. Maintenant, si je vous dis, bon, vous avez le tableau sous les yeux, le tableau sous votre feuille plutôt. Bon, je peux effacer ça parce que j'ai besoin de place. Comme ça, vous pouvez toujours vous référer à votre feuille. Si je vous dis maintenant, remarque 1, on peut définir AI, deux points, ouvrez les guillemets, le D1 donne la valeur petit i. BJ, le D2 donne la valeur TJ. Donc, si on me demande x égale à 2, l'événement x égale à 2,
comment je peux arriver à l'élément x égale à 2? Il faut que, tout simplement, que j'ai A qui vaut 1, et en même temps, ce qui est très important, c'est et en même temps, le DB, le D2 plutôt, il donne J égale à 1. Donc, c'est ça mon épreuve. Et si je passe en proba, P de x égale à 2, ça va être P de A1 et B1. Et comme je sais que les deux D sont indépendants, événements indépendants, parce que les D sont indépendants, ils ne s'influencent pas l'autre parce qu'ils ne sont pas truqués. Donc, ça nous donne, on peut remplacer l'inter par un produit. P de A1 par P de B1. Et P de A1, je connais parce que c'est 1. Pour avoir 1, la probabilité, c'est 1 sur 6 faces. Avoir 1 parmi 6 possibilités de tirage. Et là, l'autre, c'est pareil. Pour avoir 1, j'ai une seule face. Et parce qu'il y a équiprobabilité et 6 faces possibles. Donc, ça me donne 1 sur 36. Et vous retrouvez votre 1 sur 36 de tout à l'heure. Maintenant, si je vous dis, je veux que x égale à 3. Comment réaliser x égale à 3? Eh bien, pareil. Vous dites que pour avoir x égale à 3, vous avez le tableau des épreuves sous les yeux. Vous dites que soit j'ai A qui vaut 1 et B qui vaut 2, ou, très important, le ou j'ai A qui vaut 2 et B qui vaut 1. Voilà. Et donc là, après, on se pose cette question, ça, cette union-là, disjoint ou pas? Est-ce que c'est disjoint? Quelqu'un peut y répondre? Oui, c'est disjoint. Pourquoi? Parce que on a A1 et inter B2 et A2 inter B1. Enfin, on n'a pas les mêmes ensembles. Non. Presque. Tu as compris l'idée, mais il manque une petite précision. Ah ben, c'est comme l'histoire des joueurs. C'est-à-dire que quand tu vas lancer les 2 dés, tu ne peux pas avoir ces deux résultats simultanément. C'est-à-dire que soit on a le dé A1, B2, ou soit on a A2, B2, B1. C'est-à-dire que les deux peuvent arriver, mais il n'y a pas d'intersection entre les deux. Il n'y a pas de simultanéité. Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. C'est comme pour l'histoire des matchs. On a plusieurs déroulements possibles, mais il n'y a pas un même scénario en même temps. Ça va? Donc, s'ils sont disjoints, quand on passe en proba, donc ça va nous faire un plus. Et on ne retranche pas d'intersection. Plus P de A2 et B1. Et maintenant, on a dit que c'était déjà indépendant, donc on ne va pas le redire. Donc maintenant, c'est un produit. Donc, ça va nous donner 1/6 au carré plus 1/6 au carré. Donc, 1 sur 36 plus 1 sur 36, 2 sur 36. Et vous retrouvez ce qu'on a trouvé tout à l'heure. OK? Maintenant, si je vous dis maintenant x inférieur ou égal à 3, comment réaliser ça? X inférieur ou égal à 3. Donc, vous comprenez que x inférieur à 3, c'est
tout simplement, soit j'ai x égale à 2 et je le laisse parler, ou j'ai x égale à 3. Parce qu'on nous a dit inférieur ou égal à 3. Donc, P de x inférieur à 3 égale à P de x égale à 2 plus P de x égale à 3. Et pourquoi on a fait ce passage-là? Parce que là aussi, les événements sont indépendants. Parce que je ne peux pas avoir les deux en même temps. Ce n'est pas simultané. Parce que s'il y avait une simultanéité, il y aurait eu intersection et il faudrait retrancher les deux. Et donc là, ça donne, on a déjà trouvé, tout à l'heure, on avait trouvé que c'était 1 sur 36. Et là, on vient de trouver que c'était 2 sur 36. Donc ça nous fait 3 sur 36. Donc 1 sur 12. Donc, je vais peut-être ouvrir ailleurs. Excusez-moi. Alors, ensuite, maintenant, si je vous dis x compris entre 3 et 4. Donc là, pareil, entre 3 et 4, c'est P de x. Alors là, je ne réécris pas les événements entre crochets, entre machins, parce que là, vous avez compris. C'est soit x égale à 3 plus x égale à 4, parce qu'on est en discret. Maintenant, si je vous dis px entre 3 et 4, c'est égal à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi c'est égal ça? Impossible. Pourquoi? Bah, il peut pas être strictement, enfin, strictement, ça passe pas. Pourquoi? Il peut pas être en même temps inférieur à 4 et supérieur à 3. Et pourquoi on a fait là? Là, c'était ou égal, donc ça pouvait être égal à 3 et à 4. En fait, parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de valeur entre 3 et 4 pour une variable aléatoire discrète. Parce que comme on a mis strictement, ça n'existe pas. C'est différent de P de ça, on ne peut pas. Parce qu'en fait, si tu as 3 ici, 4 ici, c'est soit on prend en compte ou on ne peut pas prendre en compte des deux, parce qu'on est en discret. Car valeur discrète. Donc c'est très important ça. Quand on est en discret, on n'a pas de continuité là. Donc ça marche que lorsqu'on est supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Donc ce qui va nous faire une bonne transition, pour la suite. Donc je vais arrêter le partage du tableau. Monsieur? Oui. Juste avant la pause, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement discrète et indiscrète? Je me souviens plus. Discrète et quoi? Indiscrète. Ça n'existe pas, indiscrète. Ah, donc discrète, c'est quoi déjà?
Discrète, c'est une variable discrète qui prend des valeurs discrètes ou des valeurs ponctuelles, si tu veux. Comme tu as fait un peu de statistique ou pas? Non, pas beaucoup. Oui, ben, c'est comme les variables quantitatives continues et discrètes. Dans un cas, tu continues des points et dans un cas, tu as des intervalles. Et là, il n'y a pas de entre les 2 points, il n'y a pas de continuité. D'accord. C'est soit 3 ou 4, mais on n'a pas entre les 2. Ah, d'accord, oui. C'est comme un dé, on peut pas avoir entre les deux, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc c'est pourquoi c'est une valeur discrète. Les valeurs sont entières, en fait, en gros. Discrète, entière, ponctuelle, tout ce que tu veux. Donc on fait la pause et on reprend dans 10 minutes. Merci. Monsieur? Oui? Si on avait le cas de X. Par contre, je suis désolé, si on fait la pause, c'est justement, c'est pour la pause, en fait. Ah, ok. Et donc, juste au début de la pause, tu me poses ta question. Promis. D'accord. D'accord?
Alors, on va reprendre. Il y avait une question juste avant la pause. Oui, je voulais savoir, dans le cas où x est égal à 0, la probabilité, elle vaut 0 parce que b vaut 0, c'est ça? Dans quel cas tu peux dire ça par rapport au tableau? Oui, par rapport au tableau, quand x il vaut 0 ou 1, pardon, pas 0. Dans l'exemple des dés? Oui. X ne peut pas être égal à 0. Mais 1, si x est égal à 1, c'est possible? Non plus. Pourquoi d'après toi? Parce qu'on a 2 dés. Oui. Et donc les valeurs? C'est minimum. Voilà, parce que K ici, c'est forcément la valeur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention entre la définition des épreuves et la variable d'application qui donne la variable réelle. Donc forcément, pour nous, K commence qu'à 2 en fait. Mais la valeur du D peut être 1. Voilà. Maintenant, on va repartager. Et maintenant, ce qui est au tableau, là, nous permet de passer au suivant. Donc, on a dit que maintenant, on a fait ça. Ça, j'ai fait ça avec vous au tableau. J'ai fait ça avec vous au tableau. Et là, ce qu'on a dit là, puisque x prend que des valeurs entières. Alors, maintenant, cas des valeurs continues. Donc, pour régler ce problème-là, on va passer à une variable continue. Et comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont fait un peu de statistique, ça va être un peu plus facile pour eux parce qu'ils vont voir l'analogie. En continu, on va considérer des intervalles de valeurs. Donc, soit x comme tout à l'heure, oméga l'univers fondamental, qui va donner un intervalle de valeurs. Cet intervalle-là, il est inclus dans l'espace des réels. Et donc, on prend deux valeurs x1 et x2 dans i, dans l'intervalle. On note que la variable est comprise entre deux valeurs x1 et x2. Et l'événement, la variable aléatoire, prend ces valeurs entre x1 et x2. Tout à l'heure, c'était prend une valeur. Maintenant, ici, c'est prend une valeur comprise entre x1 et x2. Donc, la notation ensembliste, on peut voilà, juste la connaître, mais ce n'est pas celle-là qu'on va vous demander. Et donc, on note cette fois-ci, pareil, on peut s'affranchir aussi des crochets, écrire directement parenthèse, la probabilité que x soit compris entre ces deux valeurs-là. Ça s'écrit comme ça. Et là aussi, ce qu'on peut, on dira tout à l'heure, c'est qu'on peut s'affranchir aussi de strictement ou inférieur ou supérieur. Pardon. Donc maintenant, on va faire, je vais écrire un peu au tableau parce que là, bon, je vais le définir d'abord et je vais faire au tableau. Alors, définition. On a vu la notation pour le cas continu, mais là aussi, il faut faire une définition. Soit x oméga, un intervalle inclus dans R, une variable continue. On va dire qu'il existe un x0 qui appartient à l'intervalle i et on va poser que non pas la probabilité en x0 parce que la probabilité en x0, on aura du mal à la déterminer pour ce qu'on a dit, pour le point qu'on a dit tout à l'heure parce que la probabilité de x égale 0 quand on a un intervalle, c'est c'est comme si on prenait un point parmi des millions. Parce qu'il faut imaginer qu'un intervalle continu, c'est une succession d'infinités de points. Ce sont des points, si on faisait un grossissement au microscope, on verrait plein de points isolés. Mais là, on en a tellement qu'on voit quelque chose de continu. Et si on veut la probabilité en un point parmi des millions, voire des milliards de points, la probabilité va être ce point-là sur tous les cas possibles. Donc, ça va être quelque chose de très petit. Donc, c'est pour cela que quand on est en continu,
on raisonne plus avec la probabilité en un point, comme on faisait pour le discret, le cas discret, mais on va utiliser autre chose, une autre notion plus pertinente. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que pour x0, on ne va pas considérer x0, mais on va considérer une variation avec x0, c'est x0 plus dx, et f de x0 dx, où dx est un accroissement infinitésimal. Et cette application f, on va l'appeler la densité de probabilité. Et c'est celle-là qui va nous être utile pour le cas continu, la densité de probabilité. Et moi, au tableau, je vais vous faire aussi. Alors, donc, du coup, je dois couper mon partage. Donc, on a dit que donc je réécris donc continu VAC ou continu variable aléatoire continue. Donc on a dit soit x une variable aléatoire continue de oméga 2 points. Moi, je vais mettre une notation comme ça, AB. De oméga, je passe à un intervalle AB qui appartient à R. Et j'ai un petit x, évidemment, pour que l'application soit valable. X de oméga. Donc, soit une variable aléatoire x donc, c'est la notation. Donc, ça, je balise, je prends mes précautions. Maintenant, je dis soit x0 appartenant à AB. Et ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que si je le fais là, si j'ai un intervalle AB avec une infinité de points entre A et B, si je prends une valeur x0, là, la probabilité que je me trouve en ce point-là, si j'ai une infinité, ça va être la probabilité de ce point-là sur la probabilité de tous les cas possibles. Donc, la probabilité que je me trouve là, elle est très petite. Donc, c'est pour ça qu'on dit P de x égale à x0, elle vaut 0. Et elle vaut 0. Mais pour la connaître, la proba que x soit compris entre x0 et x0 plus dx, donc on va introduire la variation infinitésimale, s'écrit p x0 grand X x0 plus dx est égal à f de x0 dx. Et x0 qui donne f de x0 est la densité de probabilité. Et donc, c'est comme si finalement on faisait ça. On disait que on va prendre x0 plus dx, on va faire une variation. Et donc, on aura ça. Et si on a une fonction qui est là, qu'on va appeler f de x, cette fonction-là, x0, f de x0, c'est ça. x0, f de x0, c'est ce point-là. On a ça, qui est x, cette variation-là, c'est dx. Donc, cette variation-là, multipliée par ça,
ça nous donne toute cette aire-là. Ça nous donne toute l'aire assurée. Et l'aire assurée, f de x0 dx, c'est l'aire assurée, ça c'est ça. Et ça, c'est égal à P de ce qu'on a déjà écrit, hein, mais c'est pas grave. La répétition, c'est l'ami de la mémoire. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'il y a expliqué dans le cours. Pour vous expliquer comment on introduit la notion de fonction de probabilité, densité de probabilité. Donc, c'est un outil qui va remplacer tout ce qu'on a fait en discret. Quand on est en discret, c'est probabilité en un point, ça existe, on fait tout ce qu'on a fait précédemment. Quand on est en continu, on raisonne plutôt en densité de probabilité parce que justement, on a expliqué que la probabilité en un point est très compliquée à trouver, voire nulle, ça tend vers 0, donc on est obligé de trouver un autre moyen de faire. Alors, les propriétés de ça, alors les propriétés, la première propriété, c'est forcément f de x est positive, toujours, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, car f de x dx est une proba. Et la proba est toujours positive. OK? Et autre propriété, f de x à la dimension de 1 sur la dimension de dx. Pour la raison qui est expliquée là. Donc, deux choses à retenir. Et la fonction de la densité de proba est toujours positive parce que c'est une valeur positive pour une proba. Et la dimension. Et comme on a dit que tout à l'heure que, comme on a dit aussi que P de x égale à x0 est égal à 0, ça implique que ça, x1, x2, on a dit que tout à l'heure que c'était égal aussi à x1, x2. Et c'est aussi égal à celui-là. Et qui est égal aussi à celui-là. Parce qu'on a dit qu'on prend, ça n'a pas d'importance d'être en ce point-là. La probabilité en un point est très faible. Donc, c'est-à-dire que strictement égal ou inférieur, tout ça, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ça, parce qu'il y a une infinité de points. Donc, si on ne prend pas les bornes, c'est pas grave. Donc, et il y a une autre propriété encore que vous devez retenir, c'est la probabilité. Donc, du coup, x entre A et B est égal à 1. Donc, ça nous fait intégrale de A à B, puisqu'on a dit qu'on faisait un calcul d'air, f de x dx est égal à 1. Ça, c'est la condition de normalisation en continu. En continu. C'est la condition de normalisation en continu. Et si on est sur A et B, sur R, c'est moins l'infini à plus l'infini, f de x dx égale à 1.
Donc, vous avez vu pour l'exemple de lancement de dés, à la fin, on a tout additionné pour voir si c'était normalisé, si on a une condition normalisée. On continue avec un exercice, on va faire pareil. On va vérifier que tout est égal par ailleurs, c'est-à-dire qu'on retrouve la probabilité totale, la condition de normalisation plutôt doit donner 1. Donc, ce que j'ai fait au tableau va nous permettre d'avancer plus vite dans le cours, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, du coup, voilà, ce petit schéma-là, bon, j'ai déjà commenté. Hein. Là, c'est la même chose qui est écrit là. Donc, on vous a dit ici, vous avez l'intervalle. Monsieur, je crois qu'on voit pas votre partage. OK. Alors, voilà. Vous avez l'intervalle AB, vous avez la fonction f de x. On a la probabilité ici, en ce point-là, est très faible par rapport à tout. Cette valeur-là, x0, parmi une infinité de valeurs, est très faible. Donc, du coup, on fait une variation dx. Et l'air assuré, c'est 7 dx. C'est dx. C'est ça. Hein. x0 plus dx. Et f de x0 est là. Donc, ça nous fait tout ça. Cette air-là. Bon, ça déborde un peu, mais vous avez compris le principe. Hein. Supprimer. Donc, on passe à la page suivante. Propriété, ce qu'on vient de dire. Là, on va aller vite aussi. C'est ce que je vous ai dit. C'est forcément positif parce que f de x dx, c'est une probabilité. On n'a pas de probabilité négative. C'est la dimension de 1 sur x, car la probabilité est un nombre sans dimension. Et si on nous demande de calculer P de x entre deux valeurs x1 et x2, ça revient pour nous à faire un calcul d'air, à faire un calcul d'intégrale de x1 à x2, f de x dx. Et donc là, c'est pareil. C'est égal aussi à x entre x et dx plus dx. Et là, ce que j'ai écrit au tableau aussi, vous l'avez déjà. Ça, je viens d'écrire. Que du coup, vu que la probabilité en un point est nulle, donc on ne tient pas compte des bornes. Donc tout ça, c'est pareil. Donc quand vous avez cette écriture-là, ça, c'est pareil. La condition de normalisation, je vous ai expliqué, c'est la surface qui est définie par toute la courbe. On peut vous donner des valeurs, un intervalle inclus dans AB, mais si tout l'intervalle AB, ou c'est sur R, comme j'ai mis au tableau tout à l'heure, la condition de normalisation, il faut l'écrire correctement. Donc, soit A à B, ou si c'est sur moins l'infini plus l'infini, tout R, c'est aussi la définir. C'est la probabilité de l'événement certain. Une notion importante aussi, c'est que x égale à x1, donc ça c'est vu déjà, ça c'est égal à 0 pour ce qu'on a dit, parce que la probabilité est nulle de tomber exactement sur un réel donné. C'est l'histoire du x0 en fait. Bon, c'est bien, on avance bien là. On pourra même terminer un peu avant. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Manifestement. Pas de questions. Super. Ensuite. Est-ce que j'avais des petites choses à vous montrer? Alors ensuite. Donc, alors, on a fait ça. Il y a plein de choses que j'ai oubliées. Non, je pense pas. Hein. Ça veut dire qu'on avance bien.
Ok, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Bon. Alors maintenant, fonction de répartition, oui, on a fait tout ça. Maintenant, la fonction de répartition. Oméga dans R est une variable aléatoire discrète ou continue. Maintenant, on va parler de fonction de répartition. Alors, c'est quoi cette nouvelle affaire? Parce que là, ça fait beaucoup de choses que vous voyez cet après-midi. La fonction de répartition, elle, on va l'appeler grand F. Et ça va être une application, mais vous allez retenir que cette application-là, comme c'est écrit ici, c'est une application qui va dans R et qui va être comprise entre 0 et 1. Alors, comment on l'écrit? Pour tout x appartenant à R, on va prendre grand F, la fonction de répartition, et on va prendre cette partie-là. C'est-à-dire, on va vous donner une certaine valeur de x et vous devez avoir toutes les valeurs qui vont jusqu'à x. Dans le cas discret, alors ce n'est pas beaucoup utilisé en discret, mais on vous l'introduit quand même. Mais c'est plus en continu qu'on va utiliser la fonction de répartition. Et vous allez comprendre après pourquoi. Donc, si on est en discret, on vous dit que x a pour valeur x1, x2, xn, etc. Donc, vous faites comme on a fait tout à l'heure pour le cas discret. Vous dites que grand F de x, la fonction de répartition, x est inférieur à une certaine valeur de x. On est en discret, hein, retenez. Donc, par exemple, si je dis que x est inférieur à 7, je vais écrire c'est inférieur à 7 et je suis en discret, variable entière, donc j'aurai toutes les valeurs inférieures à 7. Et ça va être 1, 2, etc. jusqu'à 6. Parce qu'on nous dit que xk est la plus grande valeur inférieure ou égale à 7. Alors, si je mets inférieur ou égal, je prends 7. Si je mets strictement inférieur, je ne prends pas 7. C'est ça que ça veut dire. Tout le monde a suivi? Donc, je m'arrête. Si c'est strictement inférieur, je m'arrête à 6. Je prends les 6 premières valeurs. Et si c'est inférieur ou égal, je prends les 7 valeurs. Et donc là, c'est écrit comme ça avec une marche d'escalier. x1, x2, x3, etc. Ça, c'est la fonction de répartition. Donc, on a dit, c'est bien de le connaître dans le cas discret, mais ce n'est pas vraiment utilisé beaucoup. Ce n'est pas beaucoup utilisé. C'est plus en continu que ça a un sens. Alors, donc, c'est toujours la même définition. Il existe un x appartenant à R. F de x est P x inférieur à une certaine valeur x, de moins l'infini à x, f de t dt. Alors, pourquoi on passe à t? On change de valeur d'intégration, puisque étant donné ici, c'est pour que l'écriture soit lisible. Si on dit que f, quand f de x est notre fonction de répartition, est répartie sur l'intervalle toutes les valeurs de x, quand x inférieur à une certaine valeur, et là, on continue, comme on n'a pas précisé quelle était cette valeur bornée plus petit que x, on part du principe que c'est de moins l'infini à x. C'est-à-dire je pars de l'infini jusqu'à x et je fais une variable d'intégration que j'appelle f de t dt. Parce qu'en fait, ici, on a une valeur et c'est t la variable d'intégration. Et on nous dit ici que c'est une intégrale convergente car elle est plus petite que 1. Elle est inférieure ou égale à 1. Propriété dans le cas continu. Et c'est là, ça va vous rappeler des choses. Et vous voyez que cette fonction de répartition, c'est tout simplement, si on la dérive, elle nous donne la densité de probabilité. La dérivée de la fonction de répartition donne la densité de probabilité. Donc, ça veut dire tout simplement que ce qu'on a défini comme étant une fonction de répartition, c'est ni plus ni moins la primitive de la densité de probabilité. Donc voilà, c'est 3 propriétés. Une autre propriété, c'est que
si on vous demande de calculer l'intégrale, la répartition entre x1 et x2, c'est la fonction de répartition pour la valeur x2 moins celle en x1. Pour ça, tout ça parce que tout simplement, on peut écrire la relation de Schall que vous connaissez, que vous utilisez beaucoup pour les angles et qu'on peut utiliser aussi ici. C'est-à-dire que on sait que la fonction de répartition doit toujours s'écrire dans ce sens-là. Par exemple, f de x, si je dis que x égale à 2, si x égale à 2 là, je dis f de 2, c'est grand x inférieur ou égal à 2, de moins l'infini à 2. F de t dt. Et c'est cette intégrale-là que je vais calculer. Et alors, ne vous inquiétez pas, en TD, on va vraiment s'arrêter dessus. Hein. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Il faut juste apprendre votre cours déjà et comprendre tout le formalisme. Et là, si je dis que je veux calculer entre moins 2 et 2, par exemple, je vous donne des valeurs exprès. Si je dis que je veux calculer entre moins 2 et 2, ça doit être f de 2 moins f de moins 2. Et donc, ça veut dire que je dois écrire la relation comme c'est là, ici. Donc, j'aurai moins l'infini à 2 de moins l'infini à moins 2. Et donc, si vous formalisez avec, généralisez avec x1, x2, et si vous écrivez la relation de Schall, vous devez avoir ça. Après, vous pouvez l'écrire avec un plus aussi, si vous voulez. Mais si vous écrivez avec un plus ici, il faut inverser les bornes pour garder le signe. OK. Et enfin, on va terminer là-dessus. F est une fonction croissante et continue de 0 à 1. Parce que x1 est toujours plus petit que x2. Donc, f de x2 moins x et x1 va être une valeur positive. Et cette valeur-là, on a dit que c'est une valeur d'intégration de x1 à x2, f de x dx, qui est positive. Voilà. Donc, ce que je vous demanderais, c'est que vous avez du travail pour le week-end et il ne faut pas laisser passer le coche. Parce que sinon, si vous ratez le train, vous aurez du mal à rattraper le retard. Donc, ce chapitre 2, il faut qu'il soit lu, relu. Prenez des feuilles de papier, vous écrivez jusqu'à ce que vous vous appropriez et que vous digériez tout ça. Alors, c'est pas évident, c'est beaucoup de notions nouvelles, mais c'est vraiment, on est là sur à la croisée des chemins. Si vous vous perdez là-dedans, on aura du mal à continuer le cours et je vais vous perdre après. Donc, pour ne pas vous perdre, il faut absolument, au prochain cours, il ne faut pas venir la fleur au fusil. Il faut vraiment bien maîtriser tout ça pour pouvoir continuer à avancer. Et s'il y a des notions que le chapitre 1 aussi, je pense qu'il faut vraiment le revoir parce que j'ai encore beaucoup de questions. C'est quoi disjoint? C'est quoi compatible? C'est quoi indépendant? Parce qu'avec les lois de probabilité là qu'on a commencé, on va mettre bientôt du compatible, indépendant, tout ça là-dedans. Et c'est des petites notions qu'on a fait avec des cartes, mais des cartes et des dés, mais ça va pas rester comme ça. On va avoir des choses beaucoup plus sophistiquées. Monsieur, donc voilà. Oui. Juste le petit f, c'était quoi par rapport au grand F? Je vais te dire ça tout de suite. La grand F, c'est fonction de répartition. Et quand tu dérives grand F, tu retombes à la densité. Donc, ça veut dire que F, c'est la primitive de petit f. D'accord, merci. Mais voilà, là, je suis conscient, j'ai été étudiant comme vous. Après un cours comme ça, il y a beaucoup de choses nouvelles. On a l'impression qu'on est un peu perdu. Mais le cerveau a quelque chose de génial, c'est que quand on relit, on essaie de comprendre, on bute. Et le cerveau, faites-lui confiance, il va trouver le chemin. Et pour qu'il trouve le chemin, il faut que vous donniez l'occasion qu'il trouve le chemin. Donc, il faut relire jusqu'à ce que vous compreniez vraiment comment c'est écrit. Et ça va se mettre en place.
Mais il faut sacrifier du temps. Si vous ne sacrifiez pas du temps, ça ne va pas marcher. Je vous souhaite sur ce un bon week-end. Et révisez bien, hein. Il n'y a pas que les probas, mais je sais que vous avez beaucoup d'autres choses à faire, mais il faut trouver du temps. Bon week-end à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.